Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Je vous avais déjà parlé d'Hybris Disordered Cosmos, il me semble. Eh ben j'avais pas terminé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ensemble des extensions donc consacrées à Hybris Disordered Cosmos, que ce soit pour les nouveaux personnages ou les nouveaux modes de jeu. On traitera donc dans cette vidéo du mode coop solo, ainsi que de tous les nouveaux personnages, puis les nouveaux plateaux qui vont être incorporés grâce à ces extensions. On voit ça tout de suite. Donc on commence la présentation de ces personnages par Apollon, donc qui était un personnage d'une boîte, de la boîte promotionnelle, donc il n'y avait que lui à l'intérieur. Voilà, donc on trouve d'abord son plateau, bien évidemment, sa figurine qui se trouve ici, et donc on va évoquer tous les pouvoirs et les différentes choses que l'on va devoir connaître donc, sur ce personnage pour pouvoir le sélectionner, pour pouvoir le jouer. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'Apollon commence avec 0 cristaux, donc c'est-à-dire qu'il ne, contrairement à tous les autres personnages qui en ont 3, lui n'en aura pas, mais au contraire de tous les autres personnages, il va pouvoir activer les standees de ces personnages en ne dépensant pas de cristaux. Pas de cristal, donc du cristal d'Aegis, alors que les autres doivent en dépenser un normalement. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte sur la gestion des cristaux, puisque vous allez voir qu'en plus, il ne peut pas faire l'action drainée. Donc, pourquoi? Parce que lorsqu'il réalise l'action drainée, on va faire l'action s'élever de son étude à la place, donc j'y reviens juste après. Et quand il réalise les actions concevoir, donc qui est celle qui permet de prendre des tuiles de l'Olympe et de les mettre dans l'atelier, ou fabriquer, qui permet de mettre dans l'atelier vers l'usine, à la place de faire ça, il va faire l'action rechercher de cette même carte. Parce que oui, Apollon vient avec sa propre pile de tuiles, et donc son étude, et donc ces piles de tuiles qui sont rangées de haut en bas, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc lorsque vous faites l'action drainée, celle qui est censée vous rapporter donc, des cristaux d'Aegis auprès des enfers, vous allez faire à la place l'action s'élever qui va vous permettre de poser une tuile donc, dans l'usine, comme si vous la fabriquiez de l'atelier de la forge d'Héphaïstos, en dépensant le coup en sagesse ici, donc qui correspond par exemple pour la première tuile à 2 cristaux d'Aegis. Vous la prenez, vous la placez, vous l'identifiez, et ensuite vous la traitez de la même manière que les autres. Sauf que ces tuiles, en fait, parfois vous apportez des traits, donc, et ces traits, c'est un truc qui est spécifique à Apollon, qui vous permettra de débloquer des différents bonus en fonction des améliorations que vous aurez débloquées. Donc l'action drainée, vous ne pouvez pas la faire, en fait, s'élever, et les actions concevoir ou fabriquer, si jamais vous les déclenchez, vous allez faire la place action rechercher qui vous permettra de prendre la tuile du dessus et de la glisser en dessous pour pouvoir accéder aux tuiles, la tuile qui se trouve juste en dessous, puisque vous n'avez pas la possibilité de fouiller finalement dans cette pile-là pour pouvoir fabriquer des choses. Voilà. Vous fabriquez toujours, en gros, vous fabriquez toujours la tuile qui est sur le dessus. Et donc, parmi les améliorations, on va avoir... donc, chaque amélioration va apporter son trait, à part le tripodion. L'argyrotoxos, qui permet d'apporter le trait explorateur, permettra, lorsqu'il y a une contestation à faire, à Apollon de contester sans bouger de la réserve. Donc, il restera ici, il n'aura pas besoin de consommer, entre guillemets, ce personnage pour pouvoir contester. Par contre, s'il est vaincu, vous perdrez 2 points de grandeur au lieu de le blesser, et s'il gagne, votre adversaire devra vous donner 2 cristaux. On a ensuite Sirène, donc Sirène c'est ce personnage-là, qui a le trait guerrier, elle a plus 2 en combat, et quand elle se déplace, vous devez payer un fidèle. Puis, vous gagnez un cristal si vous avez le trait cultivateur, et un jeton de déplacement bonus si vous avez le trait explorateur, donc c'est quelque chose qu'il va falloir combiner, c'est un personnage qu'il va falloir combiner avec d'autres traits. La Citarque vous permet de gagner le trait penseur, et quand vous activez Apollon, pour chaque trait différent que vous avez au moment où vous l'activez, eh bien vous gagnerez 1 sur l'échelle de bonté ou 1 point de victoire. Le temple de Claros vous apporte le trait cultivateur. Quand vous gagnez, vous payez ou perdez des fidèles et vous gagnez des cristaux. Vous gagnez une prière. Asclépios, donc ce personnage-ci, quand l'un de vos combattants est défait, vous pouvez payer un cristal pour le renvoyer dans votre réserve, et quand le guerrier d'un autre joueur est défait, ce joueur peut vous donner un cristal pour le renvoyer dans sa propre réserve. Et enfin, on va finir avec Tripodion. Au début de l'âge, vous pouvez considérer l'un de vos traits comme étant un trait différent, ce qui permettra de débloquer d'autres effets. Et quand vous réalisez l'action rechercher, celle qui permet de mettre la tuile du dessus en dessous, et bien vous pouvez faire l'inverse, mettre celle du dessous au-dessus, et chaque coup en fait sur les tuiles sont réduits de 1 cristal. Donc voilà, c'est un fonctionnement assez particulier pour Apollon. Maintenant on va poursuivre sur les autres personnages, donc ceux de l'extension Amour et Haine. Donc on va commencer dans cette boîte Amour et Haine par
par le personnage d'Aphrodite. Donc Aphrodite qui est assez particulière, puisque vous allez voir, elle n'a pas de point de force, donc elle ne combat pas, mais elle séduit. Donc déjà, elle a 3 pouvoirs. Le premier, quand vous devez piocher une carte de votre du Colisée, vous piochez une carte de votre propre paquet à la place. Alors ça peut paraître un peu bizarre, parce que les cartes du Colisée sont assez cool, mais en même temps, ça fait écho avec le dernier pouvoir, qui vous dit que pendant un combat contre un autre joueur, vous gagnez immédiatement si l'adversaire annonce 0 point de combat lors de l'étape 4 du combat. Alors comment ça marche? Comment est-ce que c'est possible que votre adversaire perde des points au fur et à mesure du combat? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que Aphrodite a des cartes en négatif, c'est-à-dire que vous allez avoir des valeurs négatives, donc c'est des valeurs qui vont faire baisser la force de votre adversaire, et si vous l'emmenez à 0, que ce soit contre un autre joueur ou que ce soit une IA, eh bien vous remportez le combat. Voilà ce qu'il faut voir sur les combats liés en fait à Aphrodite, puisque c'est assez particulier, donc elle n'a pas de point de force, donc on vous conseille de prendre le pilier divin ambition, celui qui ajoute plus 3 points de force, mais non pas pour vous ajouter de la force, parce que vous n'en aurez pas, mais pour éviter que les autres l'aient. Donc voilà, c'est une petite chose, petites subtilités à connaître qui sont assez cool. Un dernier pouvoir, vie d'artiste, quand une tuile culturelle est déployée par n'importe quel joueur, vous gagnerez 2 points de victoire si vous incarnez Aphrodite, bien évidemment. Parmi les améliorations, on a le miroir. La première carte que vous jouez dans chaque combat réduira de 1 de plus la force de votre adversaire. On a Harmonie, donc ce personnage harmonique qui est ici. Quand elle réalise l'action influencée, qui consiste donc à prendre des points de bonté, ainsi que des fidèles ou éventuellement autre chose, pour chaque temple dans la ville où vous êtes en train de faire l'action influencée, vous gagnerez un fidèle ou un de bonté. Vous pouvez payer également une prière pour choisir un joueur qui devra en mettre 2 dans le puits. Voilà. On a la pomme d'or, au début d'une contestation dans laquelle vous êtes impliqué, votre adversaire choisit entre mettre 2 prières dans le puits ou augmenter de 2 le coût en détermination de la première carte qu'il jouera durant ce combat. On a le temple de Corinthe, le coût de toutes les conversions à l'Olympe est augmenté de 1 prière, tout simplement. Alors ça peut être relativement pénible quand ça arrive au mauvais moment. On a Adonis, donc l'autre personnage ici. À la fin de la partie, vous gagnerez 1 point de victoire pour chaque tuile culturelle que vous aurez déployée. Pour chaque tuile culturelle qui sera déployée, tout simplement. Et le collier d'Electrum, quand Aphrodite réalise l'action déployée, elle ne peut pas être contestée par un guerrier. Voilà. Voilà ce qu'il faut voir concernant donc Aphrodite, et donc elle a évidemment sa très jolie figurine comme les autres, et maintenant on va voir Arès. Et voici donc Arès, alors Arès qui est beaucoup plus offensif qu'Aphrodite, bien évidemment, car Arès a déjà la particularité d'avoir une figurine qui est plus grande que les autres. Donc si on regarde par exemple à côté de la figurine d'Aphrodite, eh bien vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande, et ce n'est pas juste un effet visuel, c'est parce que ça va faire partie donc de son pouvoir imposant, c'est-à-dire que Arès, lorsqu'il va se placer, devra être placé obligatoirement sur 2 cases, et donc récupérer 2 bonus du même lieu. Et s'il ne peut pas se mettre sur 2 cases, eh bien il va être obligé d'aller sur l'illustration, donc ça signifie simplement qu'il va pouvoir faire l'action, mais en subissant le malus de ne pas avoir pu se placer sur une case. Voilà, et par contre il récupère les bonus des 2 cases. Et donc ensuite, Arès, donc on a un autre pouvoir, soif de sang, il doit obligatoirement contester s'il est disponible, donc s'il n'a pas été joué, et vous pouvez résoudre votre pilier divin si celui-ci est face visible. Voilà, donc ça c'est un truc assez intéressant, c'est que si vous n'avez pas joué Arès, eh bien les autres joueurs, lorsqu'ils vont placer une tuile, vous allez être obligé de contester, et puis tant pis si vous aviez une autre idée. Mais bon, voilà, ça c'est un truc à prendre en compte pour les joueurs lorsqu'ils vont placer des tuiles, et pour vous, si jamais vous n'avez absolument pas envie de contester maintenant, et que vous souhaitez utiliser Arès pour autre chose. Ensuite, au niveau des pouvoirs, donc il a la lance aégique. Pendant un combat, vous pouvez dépenser, donc jeter 2 cartes conflit. Si vous le faites, vous ajoutez votre valeur de détermination ici à votre valeur de combat. Phobos, vos prophètes, sont maintenant considérés comme étant des guerriers, mais par contre, si l'un de vos prophètes est défait, vous le retirez définitivement du jeu. Donc ça, il faut faire super attention. Le char de guerre, votre pouvoir soif de sang, celui qui vous force à aller contester, s'applique même si Arès n'est pas dans votre réserve ou blessé. Donc si jamais Arès est placé typiquement sur le terrain ou qu'il a été blessé lors d'un autre combat, vous pouvez le réutiliser pour recontester. Quand une tuile militaire est déployée par n'importe quel joueur, vous gagnerez 1 point de victoire et 2 points et 2 fidèles. On a Deimos, donc Deimos qui est ici. Quand Deimos révèle son jeton lieu, vous pouvez renvoyer un guerrier ou un prophète d'un lieu vers la réserve de son propriétaire. Donc vous pouvez tout simplement virer quelqu'un et prendre sa place si vous le souhaitez. Et le bouclier d'airain, quand Arès remporte une contestation, gagnez 2 prières. Vous ne perdez pas de fidèles ou de temple si le puits déborde, donc vous inhibez tous les effets du puits concernant Arès lorsque vous avez débloqué le bouclier d'airain. Donc ça peut être intéressant de jouer sur cette partie-là.
surtout si vous générez beaucoup de prières en allant voir différents lieux. Voilà pour l'extension Amour et haine. Maintenant, on va regarder les personnages qui se trouvent dans les extensions Cataclysme et Trahison divine. On poursuit donc avec Artémis. Alors Artémis qui fait partie de l'extension Cataclysme que je vous explique juste après. Donc Artémis a deux pouvoirs. Quand un autre joueur, donc elle a le pouvoir Vengeance, quand un autre joueur gagne un combat contre vous, vous récupérez le jeton olympien de ce joueur, et lorsque vous l'affronterez de nouveau, vous pourrez lui rendre pour obtenir plus 3 de force lorsque vous combattrez donc contre lui. Donc si vous perdez, vous allez revenir plus fort contre ce même adversaire. Et force de la nature, pendant une action s'accomplir, donc qui est l'action des moires, donc les quêtes, vous allez augmenter votre force de 2 à chaque fois, donc ça c'est intéressant pour pouvoir essayer de gagner des récompenses assez rapidement sur ce lieu-là. Voilà, ensuite, si on regarde les pouvoirs, l'arc d'or, quand un joueur réalise l'action déployer, donc déployer une tuile, vous avez la priorité sur la contestation, peu importe votre position sur la piste de grandeur. Par contre, vous diminuez de 2 la détermination qui donc réduira vos possibilités de jouer des cartes. Hippolyte, si vous débloquez Hippolyte, qui est celui-ci, il ne peut pas contester. Par contre, si lui-même est contesté, vous choisissez un autre joueur, il doit vous donner un jeton olympien, donc qui pourra vous aider en combat. Quand Sirius et Orion sont dans le même lieu, donc Sirius, on le voit après, Sirius et Orion sont dans le même lieu, choisissez un autre joueur. Ce joueur va devoir vous donner un jeton olympien de sa réserve et défausser une carte. Par contre, quand c'est Artémis, donc ce personnage, l'Olympien, et Hippolyte, qui sont dans le même lieu, vous gagnez 2 prières et 1 point de victoire. Vous avez le temple d'Éphèse, les temples des autres joueurs se trouvant dans les villes où vous avez un temple sont inactifs, et vous doublez le bonus de vos temples, donc ça c'est super intéressant, pour pouvoir simplement bloquer et inhiber la prise de points de victoire et de bonus lorsque vous faites l'action influencée. Ensuite, on a Sirius, donc ce personnage-là. Quand Sirius combat une quête affrontement, donc la quête rouge, vous augmentez votre force de 1, mais quand vous activez Sirius, il peut se déplacer dans n'importe quel lieu, peu importe le jeton révélé. Et donc le jeton, vous le jetez par contre, mais par contre, vous allez où vous voulez. Et enfin, le croissant de lune. Quand vous retirez une étincelle d'une amélioration, vous piochez une carte et gagnez 2 points de victoire. Et à la fin de la partie, gagnez 1 point de victoire pour chaque jeton olympien adverse que vous possédez. Donc il y a une autre manière de consommer, enfin d'utiliser ces jetons olympiens, si vous les conservez en tout cas, jusqu'à la fin de la partie. Et donc voilà à quoi ressemble Artémis. Et on va voir donc le dernier personnage qui est Hermès. Donc on continue avec Hermès, le dernier Olympien, donc qui est issu lui de l'extension qui est Trahison divine. Donc Hermès arrive avec 2 pouvoirs. Au début de la phase de planification, vous placez le jeton Arrogance, qui est ce jeton face de votre choix, sur le numéro du pilier divin. Donc vous remplacez le numéro du pilier divin soit par un 0, soit par un 7, ce qui vous permettra de jouer soit en premier, soit en dernier. L'intérêt de ça, c'est que ce jeton, vous allez le voir, on va pouvoir le retourner lorsque vous aurez débloqué certaines améliorations. Et enfin, le deuxième pouvoir, Messager des dieux, quand vous devez piocher une ou plusieurs cartes d'un paquet, sauf comme c'est des cartes qui permettent de déterminer la force de l'ennemi, mais quand vous piochez, par exemple, vous faites l'action s'entraîner, vous piochez dans le Colisée, eh bien, vous allez pouvoir remettre une carte sous le paquet pour en piocher une autre. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte, parce que ça peut être intéressant pour pouvoir essayer de maximiser le fait d'avoir des meilleures cartes. Et donc parmi les pouvoirs, on a la caducée. Une fois par tour, quand vous placez un jeton de lieu, donc ici, dans la défausse, grosso modo, vous allez pouvoir l'échanger avec un autre pour pouvoir le récupérer, qui se trouve sous un personnage. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir renvoyer un personnage typiquement vers un lieu que vous venez d'explorer. Et en plus de ça, vous gagnez un cristal. On a Palaestra, qui est ce personnage-là. Elle a plus 2 quand elle combat donc un héros. Quand Palaestra gagne des points de victoire, augmentez ce gain de 1. Les sandales ailées, si vous êtes contesté quand vous déployez avec Hermès, vous pouvez éviter le combat et renvoyer Hermès dans votre réserve blessé, donner au contestataire soit 2 points de victoire, soit une prière, et vous tournez votre jeton Arrogance. Donc s'il était sur 0, vous pouvez le mettre sur 7. L'intérêt de ça, c'est que, admettons que vous soyez sur 7 à l'origine, vous avez joué donc en dernier dans le tour, vous le retournez, vous passez à 0 et vous rejouez immédiatement, puisque vous êtes le premier, donc vous allez pouvoir jouer 2 tours coup sur coup. On a le Mont Silène, quand vous piochez une prémonition, vous pouvez la donner à un autre joueur. Si vous le faites, ce joueur doit vous donner une autre prémonition, si possible, et un point de victoire. Autolycos doit donner n'importe quel bonus d'emplacement à un autre joueur dans ce lieu, donc c'est celui-ci quand vous le placez. Donc vous le placez à un endroit, vous devez donner n'importe quel bonus d'emplacement à un autre joueur. Ce joueur doit vous donner donc un cristal ou une prière si possible, et ensuite vous tournez de nouveau le jeton Arrogance. Et enfin, les Hermailles, quand vous recrutez un héros ou un prophète, y compris au Colisée, vous pouvez immédiatement lui mettre un jeton en dessous, donc ce qui permet d'utiliser immédiatement les personnages que vous recrutez, ce qui est plutôt très intéressant.
Voilà, on a fait le tour de tous les personnages, et maintenant on va voir les différents modes de jeu apportés par les différentes extensions. Donc qu'est-ce que nous propose d'autre cette extension Trahison Divine? Eh bien déjà on a la possibilité de jouer, en plus de jouer avec Hermès, de pouvoir jouer avec de nouveaux combattants du Colisée, voilà. Donc vous avez des personnages supplémentaires qui sont placés ici, mais là c'est si vous utilisez le module Tartare. Si vous n'utilisez pas le module Tartare, ou si vous souhaitez simplement agrémenter, donc jouer jeu de base, mais avec quelques agrémentations par-ci par-là, vous avez de nouvelles cartes, je vais y arriver, de nouvelles cartes prémonition, je vais y arriver, qui elles sont compatibles uniquement avec le module Tartare, mais sinon vous avez de nouveaux primordiaux, et vous avez la possibilité d'utiliser donc les héros, les prisonniers qui sont ici dans le Tartare, mais vous allez pouvoir les utiliser à la place des héros du Colisée. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, voilà, si vous souhaitez un petit peu modifier, ils ont des pouvoirs différents, par exemple on a Ixion ici qui pendant une quête d'affrontement, si vous l'utilisez, une quête d'affrontement, vous ignorez les conditions supplémentaires, donc c'est plutôt assez fort. On va avoir Pandore, quand Pandore réalise l'action Présage, donc présage au niveau de l'oracle. Chaque autre joueur ayant une carte sous l'oracle doit vous donner un Daigis ou défausser cette fameuse carte. Enfin bon, voilà, vous avez des effets supplémentaires. Donc ça, c'est le plus petit module finalement de ce qui est proposé dans cette extension Trahison Divine. Maintenant, on va parler du Tartare. Alors le Tartare, donc vous le voyez, il y a ce plateau-là supplémentaire qui est placé en bas à gauche. Donc votre mise en place, elle est assez simple. Il va falloir placer, donc comme pour les héros du Colisée, vous allez placer les prisonniers sur les différentes cases qui sont présentes, donc qui sont présentées sur le Tartare. Vous allez placer également les cartes, ces cartes-là. Alors hop, je veux juste retrouver le nom exact parce que j'aime pas être approximatif. Donc ces cartes-là, ce sont les cartes corruption, voilà. Donc vous avez un paquet de cartes corruption à mélanger et à placer ici, et chaque joueur va devoir placer son jeton olympien. Donc là j'en ai mis qu'un seul, hein, mais évidemment vous allez pouvoir jouer à plusieurs. Attention, petite parenthèse, ce module n'est pas compatible avec le mode coop solo, donc voilà, c'est juste une petite précision pour le mode coop solo qu'on verra ensuite. Voilà, donc vous avez fait cette mise en place là, et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut voir pour cette mise en place du module Tartare. La différence, donc qu'est-ce que va apporter ce module? Eh bien c'est très simple, c'est que le Tartare, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit le plus profondément ancré dans le sol, si je puis dire, dans lequel on va enfermer les humains les plus dangereux. Donc le Tartare accueille ces humains les plus dangereux qui correspondent donc à ces différents prisonniers qui sont donc juste là. Qu'est-ce que propose ce nouveau module? Eh bien, il propose une action, enfin un emplacement, et donc deux actions, pardon. Donc cet emplacement qui se trouve ici, et deux actions libérées, pactisées. Et ici, on a une piste de corruption, parce que oui, quand on va aller dans le Tartare, donc on va y aller pour des actions qui ne sont pas forcément très louables. Donc on va tenter de libérer l'un des prisonniers, ou alors on va pactiser. Donc avant ça, avant toute chose, il faut savoir que lorsque vous allez réaliser l'une des deux actions, peu importe laquelle, vous allez déterminer quelle action vous allez réaliser. Par exemple, si vous allez dire, bah, moi je veux pactiser pour convertir mes fidèles, vous allez piocher la première carte du paquet corruption, et vous le retournez. Vous la retournez. Et donc ici, vous avez un encadré qui correspond à pactiser, donc c'est deux mains, main dans la main, et vous avez un autre encadré qui correspond à une clé, qui correspond à l'action libérée. Donc vous regardez l'encadré qui correspond à l'action que vous avez choisi. Par exemple, si j'ai choisi pactiser, on me dit quoi? Il faut que je donne 3 points de victoire au joueur de mon choix, point d'exclamation. Et si j'avais choisi libérer, il aurait fallu que je perde 2 fidèles. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, s'il y a un point d'exclamation et que vous ne réussissez pas à répondre donc à la condition, eh bien, votre tour s'arrête et vous ne faites pas l'action, tout simplement. Donc attention, lorsque l'on va sur le Tartare, il faut être plutôt bien préparé. Si vous résolvez la partie qui vous correspond, et ensuite vous faites l'action, tout simplement. Donc l'action pactisée, je reviens sur l'action pactisée, donc il y a des conversions que vous allez pouvoir, de la même manière qu'à l'Olympe, pouvoir débloquer des combattants pour 7
des combattants ou des temples pour 7 fidèles, pardon. Vous allez pouvoir débloquer une étincelle pour 5 fidèles. Pour 3 fidèles, vous avez la possibilité de piocher 2 cartes corruption, d'en sélectionner une et de replacer l'autre sur le dessus face cachée. L'intérêt de ça, c'est qu'en bas, vous avez des pouvoirs en fait qui sont indiqués. Par exemple, si on a la confiance collective, quand un joueur gagne des fidèles, vous en gagnez aussi. On a ici comme un torrent de douleur qui vous permet de, lorsque vous perdez un combat, de défausser cette carte pour gagner un point de détermination sur votre piste de joueur. Et donc ça, vous le prenez et vous le glissez sur votre plateau, c'est un pouvoir que vous allez conserver, donc, et donc c'est une manière de pouvoir utiliser cette action pactisée, de pouvoir récupérer ces fameuses cartes. Et enfin, vous avez la possibilité de retirer un de vos jetons olympiens présents sur une carte des enfers, puisque lorsque, alors je cherche mes jetons, ils sont là, lorsque vous allez avancer dans la partie, il y a certains effets, donc c'est un nouvel effet, une espèce d'œil là que vous avez, qui va vous demander donc de placer votre jeton olympien sur la carte du primordial qui se trouve actuellement dans les enfers. Lorsque vous le faites la première fois, il ne se passe rien. L'idée, c'est que lorsque vous arrivez à atteindre la valeur d'Aegis, donc exploitable sur ce primordial, ici 3 par exemple, si vous y arrivez ou si vous le dépassez, une fois que ça se produit, eh bien, on va venir vérifier combien chaque joueur a de jetons sur ce primordial. Donc au moment où on égalise la valeur en Aegis là, par exemple de Chronos, ou lorsque l'on dépasse. Donc lorsque vous faites ça, eh bien le ou les joueurs qui ont le plus de jetons sur cette carte vont devoir réaliser l'effet Kourou 1 de ce primordial. Donc attention, ça peut être dramatique. Donc ici, on a une nouvelle carte Chronos, je ne l'ai pas dit, mais elle est liée forcément à cette extension, puisqu'elle propose déjà un effet Kourou 1, mais qui est déclenchable uniquement grâce à cet effet-là. Donc du coup, par exemple, ici, si j'avais plus de jetons que n'importe qui et qu'il y en avait 3, eh bien, je devrais prendre un jeton obstruction. Donc, ils sont ces jetons, alors il s'est marqué obstruction, en fait, dans la notice, c'est marqué entrave. Ce sont ces jetons-là. Ces jetons-là, vous allez les mettre sur votre piste, en fait, hop, je vais prendre le plateau joueur, histoire que vous puissiez voir. Vous allez les mettre sur votre piste d'étincelles, et en fait, pour pouvoir les retirer, c'est lorsque la prochaine fois que vous débloquerez une étincelle, donc je débloque une étincelle, plutôt que de débloquer l'étincelle, eh bien vous retirez le jeton entrave, tout simplement. Et donc il va falloir que vous fassiez 2 fois le boulot, c'est déjà assez compliqué. Donc vous savez à quoi ça sert. Voilà pour les jetons entrave, mais donc vous avez compris le principe des jetons que vous allez devoir placer, qu'il va falloir retirer. Et donc là, pour 2 fidèles, vous allez pouvoir retirer un jeton de cette carte pour éviter qu'il vous arrive donc cette petite babiole. Voilà pour l'action pactisée. Maintenant, on va voir l'action libérée. Donc l'action libérée signifie simplement que vous allez prendre un personnage, donc par exemple on peut prendre Tantal ici, et vous prenez sa carte et vous allez le placer sur un emplacement d'un lieu qui vous va bien. Par exemple, hop, on va dire vous le mettez ici. Donc l'intérêt lorsque un joueur a placé donc un prisonnier sur un lieu, c'est que lorsque vous allez vouloir venir, donc que ce soit vous, que ce soit même le propriétaire du prisonnier, entre guillemets, parce que lorsque vous le faites, en fait, il faut que vous placiez, je ne l'ai pas dit, mais il faut placer un petit jeton, comme ça pour dire que c'est vous. Lorsque vous arrivez, vous allez devoir vous placer directement sur la carte et résoudre l'effet qui est indiqué sur cette fameuse carte. Donc ici, par exemple, on vous dit, vous devez donner un Aegis au propriétaire de Tantal, donc de ce personnage-là. Une fois que vous avez fait ça, si vous ne souhaitez pas le combattre, eh bien vous allez pouvoir sélectionner un emplacement, réaliser l'action. Mais vous avez la possibilité de le combattre si vous avez un combattant ou un olympien, et dans ce cas-là, il va falloir résoudre donc un combat de manière tout à fait traditionnelle, hein, donc c'est indiqué dessus, 4 points de force, plus vous piochez une carte par exemple ici, et vous avez un élément à résoudre. Et si vous réussissez à vaincre ce prisonnier, eh bien le propriétaire du prisonnier va devoir résoudre ce qui se passe en dessous. Donc ici on vous dit qu'il faut piocher une carte corruption, et résoudre la partie en rouge. Donc ici, moi par exemple, admettons que je sois le propriétaire de ce prisonnier, il a été vaincu, je récupère la carte, et on me dit qu'il faut que je donne un Aegis et 2 fidèles au joueur qui a vaincu ce prisonnier. Donc attention, il y a un contre-coup lorsque ce prisonnier va être vaincu, et en plus en bas il est noté qu'il faut que j'ajoute un jeton olympien sur le primordial actuel, et donc celui-ci retourne là, le prisonnier retourne à sa place, et le joueur qui l'a vaincu peut choisir un emplacement et faire son action normalement. Donc ça peut être 2 choses qui peuvent être faites donc communément. L'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez combattre et ensuite faire l'action. Ça ne vous empêchera pas d'avancer forcément.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut voir aussi? Petite subtilité, lorsque l'on va révéler un nouveau primordial, eh bien, hop, on va prendre les jetons qui se trouvent dessus et on va les transvaser sur le nouveau. Si de cette manière-là, vous dépassez ou vous égalisez la valeur, eh bien, il ne se passe rien. Il faudra attendre le prochain placement de jetons pour qu'il se passe quelque chose. Et voilà, on a vu comment fonctionnait le tartare. Maintenant, on va regarder comment fonctionne le coop. Donc le voici, ce mode coopératif proposé par l'extension Trahison Divine. Donc ici, je vous montre que la partie finalement nouvelle, puisque pour le reste de la mise en place, c'est relativement identique, si ce n'est que l'on va avoir ce jeton-là, qui est le jeton de point de victoire, donc à placer sur la case 0 avec le vôtre. Si vous jouez en solo ou si vous jouez avec plusieurs Olympiens, cette partie-là ne changera pas. Voilà, donc comment est-ce que ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour pouvoir jouer en coopératif ou en solo? Attention, c'est la même chose finalement, si ce n'est qu'il y a quelques petits ajustements lorsque l'on joue en solo par rapport au mode à plusieurs. Donc déjà, il faut savoir que vous allez affronter Chronos, qui va être divisé en plusieurs entités, en plusieurs essences de lui-même, représentées par ses avatars. Donc on a Kairos, Aeon et Chronos. Et donc ces personnages-là vont forcément vous tenter de vous contrer lorsque vous allez essayer de réaliser des choses, notamment sur du déploiement de tuiles, de technologie, sur le plateau principal. Donc évidemment, il ne va pas vous laisser faire et il va falloir donc forcément que vous contriez cette partie-là pour pouvoir l'emporter. Comment est-ce que ça marche? Déjà, vous perdez si Chronos réussit à retirer toutes ses chaînes. Vous voyez ici, il y a des jetons chaînes ici qui se retirent. Si vous retirez toutes les chaînes de Chronos, c'est pas par volonté, mais parce que vous n'avez pas eu le choix, eh bien vous avez perdu la partie contre Chronos. Si Chronos remporte la partie au point de victoire, au-dessus de tous les Olympiens, eh bien c'est une victoire pour lui aussi. Vous avez une victoire mineure si jamais l'un des Olympiens, des joueurs, donc là ça concerne si on n'est pas en solo, si l'un des Olympiens a dépassé Chronos à la fin en termes de points de victoire, eh bien c'est une victoire mineure. Néanmoins, si vous réussissez à vaincre Chronos, si tous les personnages, tous les Olympiens en jeu réussissent à dépasser en termes de points de victoire Chronos à la fin de la partie, eh bien c'est une victoire majeure, une victoire normale entre guillemets. Si vous réussissez également à débloquer toutes les améliorations de tous les Olympiens en jeu, c'est pareil, c'est une victoire majeure. Donc si vous êtes en solo, il suffira de débloquer toutes vos améliorations ou de dépasser Chronos, ce sera le seul moyen pour vous de remporter une victoire face donc à ce Chronos. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc c'est que déjà je vais vous parler forcément de cette petite mise en place qui est faite. Ici on a donc ce plateau, le plateau de Chronos. Dessus vous allez avoir des paquets de cartes. Donc ces cartes ce sont des cartes de concept, Donc vous avez Anthropo, alors c'est Thème9 ici, vous avez Anthropos ici, vous avez Cosmos et Gonos ici. Vous avez, donc ils ont tous un sigle au dos, celui-là, hop, j'ai mis du mauvais côté. Ils ont tous un sigle au dos, donc vous les mélangez, vous les placez sur chacun des endroits. Vous remplissez la piste de 5 maillons de chaîne chacun, donc chaque piste va avoir 5 maillons de chaîne à placer, donc vous allez recouvrir les indications qui sont là. Vous allez devoir placer un certain nombre de points d'intensité sur les parties gauche et partie droite du plateau, donc qui correspond à Ananké et Kratos. Donc pour pouvoir placer lorsque vous placez ces différents jetons, vous avez un certain nombre à placer en fonction du nombre de joueurs, plus 2. Par exemple, ici, lorsque vous voulez placer, sur Ananké, lorsque vous voulez placer faites votre mise en place, vous allez devoir placer un nombre de points d'intensité égal au nombre de joueurs, plus 3. Donc là, si je joue en solo, eh bien j'ai mis 4, tout simplement. Et ici, c'est plus 2 sur le plateau de Kratos, donc je suis tout seul, je rajoute 2, ça me fait 3 d'intensité sur ce petit plateau. Vous placez toutes les entités, donc tous les avatars, donc on a Kairos, Aeon et Chronos ici. Vous placez les 3 donc à leurs endroits respectifs, ça c'est bien indiqué sur le plateau. En bas de gauche à droite, donc vous avez Chronos, Kairos, Aeon qui sont identifiables par
le chiffre romain 1, 2 et 3 qui correspond donc au chiffre romain qui est indiqué sur le plateau. Donc vous placez les cartes de gauche à droite de cette manière. Les cartes piliers divins, attention, celles-ci vont être placées tout autour de ce plateau et vous avez donc le chiffre 1 pour Ananké parce que le chiffre 1 est là, le chiffre 2 en diagonale ici, le chiffre 2, le chiffre 3, etc., etc. Vous les mettez tout autour, il y a un intérêt à ça, donc j'y reviens juste après, et vous avez un paquet de conflits. Ici, ce paquet de conflits qui est le paquet conflit avatar, donc que vous placez, vous mélangez, vous le placez ici de manière assez traditionnelle. Ni plus ni moins, vous allez devoir préparer des jetons intensité comme cela. Pardon, des jetons entrave, excusez-moi, des jetons entrave comme cela. Là, ce sont des jetons intensité, ceux qu'on a déjà placés sur le plateau. Hop, ça n'a rien à faire là. Et hop, je le récupère, voilà, et voilà, sinon, si ce n'est pour la mise en place, en tout cas, de cette partie-là, ce sera tout, et si vous avez une petite pile, pardon, de tuiles de technologie antique, ça c'est une petite pile que vous allez placer sur le côté, de tuiles que vous allez éventuellement pouvoir récupérer. Voilà ce qu'il fallait voir pour la mise en place de cette partie-là. Pour le reste du jeu, ce sera la même mise en place, donc je l'ai déjà montré dans la vidéo dédiée aux règles du jeu de base, donc je vous inviterai à aller voir par là-bas si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Donc on va maintenant parler des modifications apportées par ce mode de jeu. Donc ici vous avez une carte Chronos, une carte du mode Chronos, donc qui répertorie plutôt très habilement tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir exploiter donc ce mode coopératif solo. Tout d'abord, lorsque vous allez faire une phase de pilier divin, vous allez devoir résoudre l'effet désolation pour chaque carte concept phase visible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous verrez dans la partie, à certains moments, on va retourner des cartes comme celle-ci, et parfois en bas, vous allez avoir un effet qui va être indiqué en marron, et donc cet effet-là, il va falloir le résoudre, et donc pour savoir à quoi ça correspond, il y a un petit tableau, par exemple ici on avait un symbole de prophète, ça veut dire que Chronos va gagner un prophète sur son échelle ici. Donc du coup, vous avez pas mal de petits effets comme ça à prendre en compte sur toutes les cartes qui sont découvertes au moment de la phase de pilier divin, et on le fait dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait ça, pour chaque avatar sur le plateau Chronos, ici, vous allez gagner les ressources associées à cet avatar. Si on regarde Chronos ici, vous avez donc, il gagnera un fidèle et un cristal d'Aegis, c'est représenté par les flèches à gauche, à droite. Hop, donc je prends ma réserve et je place dans les compartiments double couche prévus les ressources indiquées. Ici, je vais avoir donc Kairos qui lui va pouvoir qui va faire en sorte que Chronos remporte donc une prière. Hop, on place la prière ici, et alors Aeon, lui, par contre, fait remporter 2 points de victoire, donc on fait évoluer Chronos sur la piste des points de victoire de cette manière-là. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous sélectionnez un pilier divin ou 2 si vous êtes en solo. Donc si vous jouez en solo, vous allez sélectionner 2 piliers divins. Déjà, je vais vous montrer en multijoueur. Si vous sélectionnez un pilier, c'est tout simple, vous allez le prendre et vous allez devoir en échange placer un jeton olympien sur la petite case ici, la case focus. Vous placez votre jeton olympien et vous prenez votre pilier, tout simplement. Quand on joue en solo, on prend 2 piliers, on peut sélectionner les piliers qui vous intéressent, mais par contre, vous posez le marqueur uniquement sur l'une des deux cases correspondant à vos piliers. Donc faites attention, choisissez correctement la case où vous allez le placer, puisque ça va avoir un intérêt, ça va déjà pouvoir déterminer l'ordre du tour. Il y a plusieurs choses à savoir. Si vous prenez des cartes piliers divins sur des pistes qui correspondent à des pistes enchaînées, comme c'est le cas ici, eh bien, il va falloir retirer une chaîne pour chacune de ces pistes. Donc là, par exemple, si je prends là et là, hop, je retire ces 2 chaînes. Voilà comment ça fonctionne. Si par contre, j'ai décidé de prendre autre chose, donc, admettons que je souhaite pas guidance, mais que je souhaite ambition, j'ai gardé symbolique, donc je retire, hop, la chaîne qui correspond au numéro 5, et sur le numéro 4, vous appliquez la modification d'intensité indiquée ici. Ici, on vous dit que Kratos va gagner, hop, plus 1 d'intensité que vous allez placer ici. A contrario, Ananké, vous allez en retirer l'intensité, ça va avoir un effet sur ces 2 parties-là, sur ces 2 tuiles amélioration qui se trouvent à gauche et à droite de ce plateau. Voilà ce qu'il faut voir pour la prise de pilier. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez passer à la phase de planification, c'est normal, comme d'habitude dans Ibris. Vous allez révéler la première carte de chaque paquet concept, donc là c'est le moment de retourner toutes les cartes de chacun des paquets, et l'intérêt de ça va être de déclencher des effets à certains moments de la partie, bien évidemment. Donc vous révélez tout ça, et vous poursuivez
la phase de planification de manière traditionnelle. Donc vous décidez qui va où parmi les combattants que vous avez, parmi les personnages que vous avez, vous décidez qui va où de la manière la plus normale qui soit, et ça ne change absolument rien. Ensuite, lorsque l'on passe à la phase d'action, on va suivre l'ordre des piliers divins. Donc ici, on commence par le 1, puis le 2, et ainsi de suite, jusqu'au 6, et vous allez tourner comme ça jusqu'à ce que tous les Olympiens aient passé. Si vous commencez votre tour sur un... Enfin, si vous faites un tour, entre guillemets, qui n'est pas... Enfin, pas un tour, entre guillemets, un tour qui ne montre pas de symbole olympien sur la partie focus, pardon, ce sera donc un tour chronos, et sur un tour avec un olympien, ce sera donc le tour de l'olympien en question. Si vous arrivez sur une case où... alors, on va commencer par le 1, par exemple, ici... C'est un tour donc de Chronos, puisque il n'y a pas de jeton. Attention, si son tour se déclenche sur un endroit, sur Ananké ou sur Kratos, donc ça va être en 1 ou en 4, il ne se passe rien. Tout simplement, il n'y a rien du tout, il ne fait rien du tout. Si on passe sur la partie, donc là on va continuer, dans 1 on passe à 2, là on est sur un concept enchaîné, puisqu'il y a une chaîne, le concept est révélé, et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir résoudre les faits qui se trouvent dessus. Donc si par exemple ici je déclenche cette partie-là parce que c'est le tour de Chronos, parce qu'il n'y a pas de jeton olympien dessus, vous allez devoir regarder les conditions indiquées sur la partie révélée la plus haute du maillon, enfin la plus haute en fonction de où vous vous placez bien évidemment, mais la partie la plus chère entre guillemets révélée sur la piste de la chaîne qui correspond donc au déclenchement de l'action en question. Ici on vous dit on va regarder le nombre de fidèles qu'a chaque personnage, et il faut que chaque Olympien, donc chaque joueur, qu'il y ait un fidèle par joueur disponible parmi tous les joueurs. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que moi je suis tout seul, enfin on voit pas parce que je ne l'ai pas montré, mais je n'ai pas de fidèle, donc on va déclencher une des 3 actions disponibles pour Chronos au choix des joueurs. La première, ça va être de résoudre l'effet principal de la carte concept et de l'oblitérer. Oblitérer, c'est un nouveau terme, ça signifie simplement détruire la carte. La carte ne fera plus partie du jeu. Deuxième effet, Chronos va gagner une ressource correspondant au concept. Ce concept, celui-ci, permet d'avoir la ressource fidèle, donc on viendrait placer un fidèle dessus. Et enfin, on va pouvoir déplacer l'avatar associé. Donc ici, l'avatar associé, c'est Chronos, donc on va pouvoir l'emmener sur le plateau, là sur la case que l'on souhaite, en fonction du choix qui sera fait par les joueurs. Donc je le répète, soit vous déclenchez l'effet de la carte, soit vous donnez la ressource associée à Chronos, soit vous placez l'avatar qui correspond à l'action, qui correspond au concept sur le plateau du monde mortel. Donc si on déclenche la carte, par exemple ici je regarde, on me dit qu'on doit détruire une chaîne d'Anthropos. Bah, je suis sur Anthropos, hop, je détruis la chaîne je la retire, et ça je l'oblitère, donc je la place, et en gros elle ne ressortira pas. Ici on restera face cachée sur ce paquet. Si je souhaite lui fournir une ressource, et bien dans ce cas-là je prends ce petit fidèle que je place ici. Quel est l'intérêt des ressources? Et bien c'est très simple, lorsque vous allez dépasser 3, vous allez donc, si par exemple j'en avais déjà 3 et que je souhaitais en placer un 4e, et bien je ne place pas le 4e, je jette les fidèles et je détruis un maillon supplémentaire. Voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Et si vous souhaitez placer Chronos, on le placerait donc sur le plateau, et ça engendrerait, je reviendrai juste après, différents effets à la fin de l'âge. Voilà ce qu'il faut voir, en tout cas, pour l'action, pour le fonctionnement, en tout cas, du plateau de Chronos et de ses tours. Donc ici, vous l'avez vu, il ne s'est rien passé parce que c'est une amélioration. Ici, on avait déclenché l'effet. Si vous retombez sur... parce que là, on va faire le tour, forcément. Vous retombez ici. Là, il n'y a plus de cartes disponibles. Et bien, il ne se passe plus rien, tout simplement. Donc, on continue le tour. Ici, on me dit quoi? Il faut que tous les joueurs... il faut qu'il y ait au moins un cristal d'Aegis par joueur. Bah, très bien, je les ai. Bah, alors, il ne se passe rien. On ne résout rien. On continue de jouer. Ici, il ne se passe rien parce que c'est une tuile amélioration. Et on arrive ici. Là, c'est mon tour. Et là, je joue mon tour normalement. Donc, je choisis mon personnage. Je le place. Je fais mes actions. Tout va bien, et il n'y a pas plus à savoir que ça sur ce fonctionnement-là. Attention, il y a une petite subtilité, Chronos a un pouvoir qui va plutôt vous aider, oui et non, c'est-à-dire qu'une fois par âge, quand vous allez réaliser l'action drainée, vous allez pouvoir remettre un maillon sur une piste, donc vous allez renflouer la chaîne, mais vous allez devoir retirer 1 d'intensité à Ananké, on va voir que ça va avoir un effet
particulier. Voilà ce qu'il faut voir pour résoudre les tours, en tout cas, les tours de joueurs et les tours de Chronos. Si vous jouez votre tour, vous allez pouvoir donc, comme je vous l'ai dit, le jouer normalement, mais si le personnage correspond, alors si on reprend par exemple cette carte, admettons que je me sois trouvé là et que ce soit mon tour. J'ai cette carte-ci et on me dit, ici j'ai un petit symbole olympien. Si je déclenche un personnage, si j'utilise mon olympien alors qu'il y a cette carte de révélée, il va falloir que je résolve la partie qui se trouve ici. Donc de la même manière que lorsque c'est le tour de Chronos et qu'on ne remplit pas les conditions, et bien là il va falloir que j'applique l'effet qui est indiqué dessus et que j'oblitère la carte en fonction de ce qui est indiqué. Donc dans le bandeau marron, et des fois il n'y a pas le bandeau marron, donc quand il n'y est pas, c'est à vous de voir si vous souhaitez réaliser l'effet ou non, parce que vous avez certains effets qui peuvent être bénéfiques et certains non. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Eh bien c'est tout, je crois, sur le tour en tout cas sur le tour d'un joueur. C'est à peu près tout. Lorsque vous allez, un truc à savoir, lorsque vous allez jouer en solo, et ça c'est exclusivement pour le solo, lorsque vous allez utiliser votre pilier divin, du coup vos piliers divins, il va falloir que si vous êtes placé sur un concept amélioration, que vous, en termes d'effets pour les autres joueurs normalement compétitifs, ici, il va falloir que vous fournissiez la ressource correspondant au projet, au concept enchaîné sur lequel vous vous trouvez. Ici, par exemple, je suis sur la partie fidèle, donc je déclenche mon pilier et j'offre un fidèle, donc je le prends de la réserve et je le place ici. Et donc ici ce serait un cristal, ici ce serait une prière, et ici ce serait des points de victoire. Donc ça c'est un effet spécifique solo, il faut bien y penser. Il faut bien penser au fait que lorsque vous utilisez votre pilier divin, eh bien Chronos va récupérer quelque chose, donc voilà. Et si vous déclenchez votre tour, par exemple, sur l'une de ces deux tuiles d'amélioration, et bien là, vous allez devoir procéder à la modification d'intensité indiquée sur la tuile, donc -1 sur la partie Ananke, donc vous allez retirer 1 d'intensité ici, ou +1 sur la partie Kratos, donc vous allez en rajouter, voilà. Voilà ce qu'il faut voir pour ça. Et donc vous allez continuer ce cycle-là jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Lorsque tous les joueurs ont passé, eh bien Chronos ne joue plus instantanément, c'est-à-dire qu'il ne va pas continuer, on ne va pas aller jusqu'au bout des 6. Si le dernier joueur passe à 1, eh bien la phase d'action s'arrête, et on passe à la fin des âges. La fin des âges, vous faites tous les tours, toutes les étapes de la même manière, donc le déplacement dans l'usine, le déplacement des jetons lieux, etc. Tout ça se passe de la même manière, néanmoins il y a 3 nouvelles étapes qui sont ajoutées à la fin donc, de cette phase de fin des âges. La première, c'est que si un primordial a été révélé pendant ce tour, donc les phases 2, 4 et 6, vous allez devoir déplacer l'avatar correspondant. Donc si on regarde l'avatar numéro 1 qui est Chronos, va correspondre au premier primordial, le second ça va être Kairos, et le troisième ça va être Aeon, et donc il va falloir le déplacer dans le monde mortel. Et une fois que vous avez fait ça, on va vérifier, ou que vous ne l'avez pas fait, parce que si vous ne révélez pas de primordial, mais vous ne le faites pas, on va vérifier de gauche à droite sur le plateau du monde mortel, tous les standees, donc tous les avatars qui sont placés, et on va résoudre les effets de gauche à droite, donc correspondant à ce qui est indiqué en bas des cartes. Par exemple, si on voit Chronos, on nous dit que à la fin de l'ère, donc c'est toujours à la fin de l'âge, pardon, à la fin des âges, si Chronos est dans le monde mortel, on va détruire une chaîne de Time 9, donc c'est cette partie-là. Et si ça n'est pas possible, ce sera un chaînon au choix. Kairos, lui, si Kairos est dans le monde mortel, on va meuler 3 du Colisée et de l'Oracle. Attention, meuler, nouveau terme, ça n'a rien à voir avec les travaux. Meuler, c'est que vous allez devoir jeter, prendre des cartes et les jeter tout simplement. L'idée derrière ça, c'est que vous allez déclencher les améliorations, mais je vais y revenir après. Donc là, vous allez devoir jeter 3 cartes du Colisée, 3 cartes de l'Oracle, de la défausse, directement de la pioche à la défausse. Et vous choisissez un joueur qui prendra un jeton entrave. Donc là, je vais vous parler des jetons entrave. Les jetons entrave, quels sont-ils? Eh bien, ils vont boucher votre piste d'étincelles, tout simplement. Donc il y a une récompense d'étincelles que vous ne pourrez pas récupérer si vous avez un jeton entrave. Donc ça peut être extrêmement pénalisant. Et enfin, le dernier, si Aeon est dans le monde mortel, on le place dans la ville avec le plus de technologie, et il gagnera donc X plus 2 points de victoire, X étant égal au nombre de technologies dans cette ville, donc c'est Chronos évidemment qui gagne les points de victoire, et si Chronos gagne 4 points de victoire ou plus dans cette ville, en plus de ça, on va devoir retirer un chaînon. Donc attention, lorsque les avatars sont présents dans le monde mortel, il y a des effets qui se déclenchent, il va falloir y penser. Et une fois que vous avez fait ça, dernière étape de la fin des âges, on va devoir résoudre les effets de la fin des âges sur les améliorations de Chronos. Et quelles sont-elles? Eh bien, à gauche, on va devoir meuler 6 cartes moins le nombre de joueurs de l'oracle, donc c'est-à-dire que vous allez prendre
Ici, 6 cartes moins le nombre de joueurs, donc si vous êtes tout seul, eh bien vous en prenez 5 et vous les jetez directement, et vous faites la même chose pour le Colisée. Voilà ce qu'il faut voir, et donc vous allez continuer vos tours comme ça, jusqu'à la fin, évidemment, de la partie. On va parler donc de ces améliorations qui sont là. Donc vous avez Ananké et Kratos. Si on parle d'Ananké, on vous explique que l'amélioration va s'activer quand Ananké atteindra 0 d'intensité sur sa tuile, donc il faut faire très attention au moment où vous allez les retirer, puisque du coup, bah forcément, lorsqu'il vient d'avoir 0, vous allez le retourner. Et si vous le retournez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez devoir détruire toutes les chaînes d'un concept, donc toutes les chaînes, vous les retirez d'un coup, et vous augmentez tous les gains de points de victoire de Chronos de 1 à partir de maintenant, et à la fin de chaque âge, Chronos gagnera 1 point, donc il avancera tout le temps. Et enfin, quand le paquet prémonition est vide, donc ce paquet-là est vide, on retourne également cette tuile, donc il y a 2 manières de la retourner. D'où l'intérêt de meuler, c'est-à-dire que vous avez des effets meulés, c'est-à-dire qu'il va donc, comme je vous ai dit, vider ce paquet au fur et à mesure, mais lorsque le paquet est vide, bah, vous pouvez le réutiliser, vous le remélangez, néanmoins vous retournez cette tuile-là, et donc Chronos va gagner plus de points de victoire. Concernant Kratos, ça va ressembler un petit peu à la même chose, vous allez pouvoir, lorsque le paquet du Colisée est vide, retourner cette tuile, c'est la seule manière. Mais en plus de ça, on vous dit que les joueurs peuvent annuler des contestations. Donc ça, c'est un concept qui n'existe pas lorsque l'on joue en multijoueur. Ici, lorsque vous allez placer une tuile, lorsque vous allez déployer une tuile amélioration, eh bien, Chronos va systématiquement contester s'il a des avatars de disponibles. Et donc vous allez pouvoir annuler cette contestation avant de vous battre, donc ça j'y reviens juste après, mais donc en gros à chaque fois que vous allez annuler une contestation, il va falloir rajouter un point d'intensité sur ce petit paquet là, et donc si vous le retournez, la même chose que pour Ananké, il va falloir que vous détruisiez la totalité des chaînes d'un concept, et pendant un combat contre un avatar, vous ajoutez une carte conflit avatar, donc une carte conflit supplémentaire, en plus des autres cartes qui sont déjà prévues en fonction des combattants que vous allez affronter donc, au moment des combats. Voilà pour la partie, en tout cas, amélioration. Maintenant, je vous le disais, lorsque l'on va placer une tuile, Chronos va systématiquement et obligatoirement contester la totalité de vos placements, enfin tant qu'il le peut tout du moins. Donc ça correspond simplement à ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en multijoueur, c'est-à-dire que vous allez placer normalement votre standee de combattant ou votre Olympien pour contrer un autre joueur. La différence ici, c'est que lorsque donc il va arriver, vous allez pouvoir, comme je vous le disais, annuler cette contestation. Donc pour annuler la contestation, il va falloir que les joueurs tous les joueurs sauf celui qui réalise le déploiement défaussent des cartes conflits dont le total de points de force est égal ou supérieur à la valeur d'intensité de Kratos. Donc là, on utilise la valeur d'intensité qui se trouve là actuellement elle est de 4. Et donc il va falloir égaler cette partie-là en jetant des cartes par les autres joueurs. En mode solo, il n'y a pas question d'autres joueurs bien évidemment, donc c'est vous-même qui devez défausser ces cartes-là. Si vous réussissez, donc la contestation est annulée. Par contre, vous ajoutez 1 d'intensité à Kratos, qui donc du coup, par conséquent, va demander plus de cartes pour pouvoir annuler ces contestations. Et si vous décidez de ne pas annuler la contestation que vous ne pouvez pas, eh bien vous allez l'affronter de manière très classique. Vous allez prendre par exemple cette carte-là, là, si c'est Chronos, si c'est le premier, parce que je ne l'ai pas dit, oui, mais vous le déployez en fonction de l'ordre indiqué, donc 1, 2, 3. Chronos, hop, il a 4 de force, on retourne la première carte, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit plus 2, ok, très bien, 4 plus 2, 6, il va falloir que je batte 6. Si jamais vous piochez plusieurs cartes pour différents effets, ça va être à vous de les arranger de telle manière à ce que ce soit le plus arrangeant pour lui, c'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple si je prends ces cartes-là, vous n'allez pas faire ça, vous allez plutôt faire comme ça, et lui, donc du coup, il les passera de 5 à 6, 7, 8. Donc ça va être à vous de le faire, et de résoudre les effets, bien évidemment, qui sont indiqués dessus. Si vous réussissez à le vaincre, eh bien, félicitations. Si vous ne réussissez pas, Chronos va systématiquement prendre les points de victoire des différentes récompenses que votre tuile proposera. Donc il ne prendra pas la grandeur ni le nombre de ses grandeurs et prières. Il prendra systématiquement les points de victoire. Et donc ça, il va falloir vérifier ça.
Voilà pour l'explication, en tout cas, liée avec donc avec ce mode coopératif. Je vais maintenant ajouter quelques précisions, quelque chose à connaître autour de ça. C'est que, par exemple, je vous ai expliqué, voilà, on va, au fur et à mesure, donc, vider ces maillons de chaîne. Et vous allez donc avoir des conditions qui vont être différentes. Donc, par exemple, lorsque je vais devoir déclencher un tour de Chronos, si là, ici, les joueurs n'ont pas... s'il y a un joueur qui n'a pas 10 points de victoire, si on regarde ici, eh bien, vous allez déclencher l'effet de la carte. Ok, vous allez déclencher l'effet de la carte ou les deux autres effets que je vous ai dit, donc le placement du standy ou la génération de ressources pour Chronos. Vous avez parfois des effets avec un petit plus qui vous disent, ben voilà, en plus de ce qu'il y avait déjà avant, eh bien, il va falloir prendre en compte ça. Donc ici, on vous dit qu'il vous faut, en plus de la ressource correspondante, donc là, on en parlait au départ, parce que c'est ça la subtilité, c'est qu'ici, on vous dit, il faut que vous ayez une pile technologie. Ici, on vous dit, il faut que vous ayez 5 prières. Ici, on vous dit qu'il faut que vous ayez un temple par joueur. Et ici, on vous dit plus une technologie par joueur. Donc là, c'est un plus par rapport à la ressource du même type, c'est-à-dire que là, vous vous référez à ça. Donc ici, on vous dit qu'il vous faut une tuile plus une autre tuile technologie par joueur. Donc du coup, il va falloir compter un petit peu tout ça pour voir si vous allez déclencher ou non l'effet correspondant donc dans ce mode coopératif. Et enfin, pour terminer, vous avez les tuiles spécifiques qui sont des tuiles technologie antiques. Parfois, certaines cartes vont vous proposer de placer des tuiles technologie antiques, de les récupérer en fonction de certaines conditions, de dépenses, de fidèles, etc. Et donc ces tuiles ont un rapport évidemment avec le jeu coopératif. Par exemple, vous avez des tuiles qui vous permettent à la fin de chaque âge de remettre une chaîne sur une piste. Vous en avez un qui permet de réduire tous les effets de meule de 1, donc éviter de perdre trop de cartes dans les paquets prémonition et paquets colisée. Vous en avez qui vous permettent de dépenser soit de l'AJ, soit du fidèle, soit de la prière pour renvoyer la ressource correspondante du plateau Chronos, donc d'ici vers la réserve générale. Pendant un combat contre un avatar, vous pouvez augmenter votre force de 3, et vous allez aussi, à la fin d'un âge, pouvoir oblitérer une carte concept révélée, puisque lorsque vous allez révéler une carte concept, eh bien, vous allez devoir réaliser un effet de désolation. Comme je vous ai expliqué au début, vous avez un effet de désolation, donc en fonction de ce qui est indiqué en bas, et si vous ne voulez pas que ça arrive, eh bien, il suffira de construire cette tuile et donc d'oblitérer cette carte à la fin de chaque âge. La particularité de ces tuiles, c'est que lorsque vous les récupérez, lorsqu'on vous demande de les acquérir, elles finissent sur votre plateau directement et non pas par la traditionnelle phase atelier-usine. Elles vont pouvoir être placées immédiatement dès que vous les avez, quoi. Vous allez pouvoir les placer sur le monde mortel. Et voilà, on a vu, il me semble, tout ce qu'il fallait voir concernant cette extension, enfin cette partie de l'extension, en tout cas parce qu'il n'y avait pas que ça, pour la partie donc coopération et solo. Donc on poursuit avec cette extension Cataclysme. Donc Cataclysme, hormis donc Artemis, va apporter un nouveau plateau, un nouveau module, qui est le module Les Alentours. Et donc ce module vient avec ce plateau-là, qui est le hangar de votre armure MK, donc votre super équipement. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que un super primordial, donc en gros le primordial ultime, a été libéré et il arrive des alentours pour détruire la totalité des villes du monde mortel. Et donc, autour de ça, il va y avoir de la semi-coopération finalement, puisqu'il va falloir éviter que ça se produise, puisque vous avez une nouvelle condition de défaite, donc tous les joueurs vont perdre la partie, on est toujours en compétitif, mais tous les joueurs vont perdre la partie si l'ensemble des villes ont été anéanties, donc il va falloir surveiller le comportement de ce petit gars-là, qui est KO, et donc je l'ai couché là, juste pour que vous puissiez le voir tout simplement, mais bien évidemment c'est un stand-dit, on le met debout, mais je voulais tout vous montrer. Donc qu'est-ce qu'apporte ce nouveau plateau Les Alentours? Eh bien il apporte 2 actions et un emplacement sur lequel on va pouvoir se placer pour réaliser ces 2 actions. Ces 2 actions sont relativement similaires, c'est seulement l'effet final qui va changer. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? C'est que vous allez donc avoir des subtilités nouvelles. Alors je me permets tout d'abord de faire une petite parenthèse que je l'ai sous les yeux. Il y a une erreur d'impression sur ce plateau. Ici il est noté que vous ne... Enfin ce symbole-là normalement signifie que si vous ne pouvez pas vous placer sur l'un des emplacements du plateau, eh bien vous devez perdre ça. Là on parle de perdre comment on appelle ça? Un prophète. Alors ce n'est pas ça, c'est que le prophète ne peut pas venir sur cette tuile. Voilà, il aurait dû être indiqué en dessous comme c'est le cas pour le
plateau des moires par exemple, et en plus de ça, de toute façon, vous allez vite le savoir, puisque cet emplacement est en pointillé, ce qui signifie que n'importe quel nombre de personnages peut venir ici pour pouvoir résoudre les actions qui sont indiquées. Voilà, donc je reviens à ce qu'il faut savoir concernant cette extension et donc ce plateau, les alentours. Alors, ces actions que vont proposer ce plateau, les alentours, vont être liées à un nouveau type de ressources qui sont les ouvriers, qui sont eux-mêmes liés au hangar. Alors, les ouvriers sont représentés toujours par des fidèles. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez à plusieurs moments de la partie pouvoir acquérir des ouvriers. Vous allez pouvoir le faire lors de la phase de planification, avant de déterminer qui... je ne sais plus si d'ailleurs si c'est avant, non, c'est après avoir assigné chaque jeton à un personnage, ou chaque personnage a un jeton plutôt. Vous allez pouvoir prendre des fidèles que vous avez donc en réserve, et vous allez pouvoir en placer jusqu'à la jauge maximum de 5 qui se trouve ici, sur votre hangar. Voilà, ça c'est une manière de récupérer des ouvriers, donc ces ouvriers qui seront utiles au moment où vous allez faire cette action-là, ces actions-là, puisque si vous vous déplacez donc avec un combattant ou un olympien, un héros ou un olympien sur cet emplacement-là, vous allez donc bénéficier de la pioche de carte conflit, mais en plus de ça, vous allez devoir prendre prendre un ouvrier, du coup un fidèle devenu ouvrier, que vous allez placer sur cette case avec ceux qui éventuellement s'y trouveraient déjà. L'intérêt de ça, c'est que vous allez ensuite devoir évoluer sur ces pistes-là. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, il faut placer, j'ai oublié de vous le dire, un jeton joueur sur chacune de ces deux pistes. L'idée, ça va être de progresser sur ces pistes pour bénéficier de plus de bonus possibles et ensuite accomplir l'action. Voilà en résumé. Maintenant, si je souhaite réaliser l'action explorer, qui est cette action du haut, il va falloir que je dépense un ouvrier du camp. Ici, je vois qu'il y a un clé à molette barré. Hop, je dépense un ouvrier, je peux avancer. Je n'ai plus d'ouvrier, je ne peux plus avancer. Voilà, tout simplement. Des ouvriers, on va en placer un sur le camp à chaque début de phase de pilier divin. Donc il y en a qui reviendront sans qu'il y ait forcément des actions de joueurs. Donc vous allez pouvoir évoluer sur cette piste en fonction du nombre d'ouvriers que vous allez dépenser. Et si vous vous arrêtez là où vous arrêtez, soit parce que vous ne voulez plus en dépenser, soit parce qu'il n'y en a plus, eh bien vous résolvez l'action qui est associée. En haut c'est l'action explorer, en bas l'action défendre. On va commencer par l'action explorer. Ici vous avez un petit symbole de feu de camp, donc 1, 2, 3 ou 4, qui correspond au nombre de cartes exploration de ce paquet-là que vous allez pouvoir piocher. Donc vous en piochez autant qu'indiqué, par exemple si j'en ai 2, et vous en sélectionnez une des deux, et l'autre vous la remettez donc sur le dessous. L'idée, c'est que donc vous avez ces deux types de cartes qui sont dans tout le paquet. Donc vous avez des cartes j'ai oublié le petit nom, des cartes aventure, pardon, et des cartes événements. Les cartes événements, ce sont les plus simples. Vous avez une condition indiquée en bas. Il va falloir donc répondre à la condition pour pouvoir prétendre à la réussite, sinon vous subirez l'échec. Par exemple, là, pour réussir, vous allez devoir défaire l'un de vos combattants. Donc vous prenez un combattant et puis vous le couchez aux enfers. Très bien, vous avez réussi. Vous pouvez réaliser l'action fabriquée avec une tuile donc, de votre hangar MK, j'y reviens, ou gagner du R&D, c'est pareil, j'y reviens. Si vous échouez, par contre, KO va avancer de 2 cases. Voilà, mais vous avez plusieurs conditions, bien évidemment. Donc ça, c'est comme ça que fonctionnent les cartes événements. Si on regarde les cartes aventure, c'est un peu différent. Donc toujours pareil, vous avez un principe de réussite ou d'échec, une coche ou une croix. Attention, lorsque l'on fait une carte aventure, il faut systématiquement qu'il y ait au moins un ouvrier au camp, sinon ce sera forcément une défaite, puisque la première chose qu'il va falloir faire, c'est engager un ouvrier, et cet ouvrier que l'on engage, il provient du camp. Donc, engager un ouvrier, défausser une carte prémonition, c'est un exemple, hein, il y en a plusieurs bien évidemment, payer un fidèle, ok. Si vous réussissez à faire ça, eh bien vous prenez la carte, alors si vous échouez déjà vous subissez ce qui est marqué à côté, bon ça on a compris, vous prenez la carte et vous la placez, alors là, je la place sous ce plateau là, mais c'est pour vous montrer surtout sous votre plateau joueur, et vous mettez votre petit meeple sur la première case, donc disponible de la piste. Et en fait vous avez au-dessus des conditions qui vous permettront à chaque fois de faire avancer d'une case ce fameux personnage. Par exemple, lorsque l'on envoie un personnage à l'oracle, hop, le fidèle avance d'une case. Lorsqu'un autre joueur gagne des prières, le fidèle avance d'une case. Et à chaque fois que vous avancez sur une case où une bulle marron est indiquée, eh bien vous bénéficiez des bonus indiqués, ici 2 fidèles, ici 2 points de victoire. Et lorsque le meeple sort
lorsque le fidèle sort, enfin du coup c'est l'explorateur si on peut dire, l'ouvrier, lorsqu'il sort de la carte, vous bénéficiez d'un pouvoir permanent, vous glissez la carte, hop, jusqu'à ce que l'on voit plus que la partie noire, donc sous votre plateau, je le rappelle, et vous bénéficiez d'un pouvoir permanent, ici on vous dit que lorsque vous gagnerez des prières, vous augmenterez votre gain de 1 systématiquement, donc jusqu'à la fin de la partie. Ça, c'est pour les aventures. Pour les combats, j'y reviendrai juste après, je vous expliquerai par rapport à KO. Mais, si vous n'arrivez pas à satisfaire l'une des conditions des cartes que vous avez piochées, eh bien, vous allez donc subir la partie défaite, et vous ne bougerez pas. Par contre, si vous réussissez, votre pion va retourner tout au début, et à partir de là où il est parti, vous allez pouvoir sélectionner une récompense entre celles qui se trouve juste en dessous, ou celle qui se trouve sur la gauche. Vous en sélectionnez une. Ici, par exemple, je peux avoir 2 ouvriers supplémentaires, donc je prendrai des ouvriers des fidèles que je placerai directement ici, mais en provenance de la réserve, hein, pas en provenance de mon plateau, et ici 2 points de victoire. Voilà, ici vous allez avoir des cubes de R&D, alors je vous montre vite fait ce que c'est les cubes de R&D, ce sont ces petits cubes-là que vous allez placer en haut à droite, et vous avez des prières, bon, ça c'est assez traditionnel, voilà. Voilà pour ça. Pour le combat, c'est le même principe pour pouvoir évoluer, sauf qu'ensuite vous allez affronter KO, et donc KO, comme je vous le disais, lui, il va évoluer de telle manière à détruire une ville. Comment ça marche? Eh bien, vous avez plusieurs manières de le faire agir. À chaque fois qu'un joueur va gagner de l'Aegis, vous allez piocher une carte, et vous allez résoudre la partie bleue qui se trouve au-dessus. On dit, ok, le joueur qui a pioché de l'Aegis, qui a gagné de l'Aegis, il va devoir défausser une carte avec de l'élément de l'eau, et KO va gagner du momentum. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre une carte comme ça, et on va faire une pile face cachée de cartes de conflit de KO, donc face cachée qui va correspondre à sa prise en force, en gros, son momentum, c'est-à-dire qu'il va avoir plus en plus de force. Et vous avez plusieurs effets comme ça, des effets qui vont le permettre de le faire avancer également. Donc il va se déplacer au fur et à mesure. S'il arrive sur la dernière case et que on ne l'a pas empêché, eh bien il va oblitérer, il va détruire une ville, la Hélice par exemple, hop, on cacherait ça comme ça, et c'est plus possible d'y aller. Tout ce qui se trouverait là serait totalement détruit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pénalisant évidemment, parce que si vous avez commencé à construire des tuiles, si vous avez placé des temples, et que si vous avez placé des tuiles, et que vous avez des personnages, très importants, si vous avez un personnage et qui se retrouve dans une ville qui est détruite, le personnage ne va pas aux enfers, il est retiré de la partie, sauf si ça concerne l'Olympien, dans ce cas-là il est vaincu normalement. Mais vous pouvez perdre définitivement des personnages à cause d'une destruction d'une ville. Donc pour empêcher ça, eh bien il va falloir combattre ce chaos. Il y a 2 manières de le combattre. La première, c'est l'action combattre, tout simplement. Donc vous avez une carte ici qui répertorie tout ce qu'il faut savoir, donc elle est plutôt bien faite, mais je vais quand même vous expliquer comment ça marche. Lorsque vous combattez KO, c'est très simple, ça fonctionne de la même manière qu'un combat classique, si ce n'est que vous faites l'action ici, donc qui vous permet de vous déplacer, et vous obtenez un bonus au combat qui est indiqué au-dessus, hein, plus 1, plus 2, plus 4 ou plus 6 en fonction de votre avancée. Vous piochez la première carte, ici vous la placez là, ok, KO a plus 8. Ah oui, KO il est pas sympa, faut faire super gaffe. Donc il a plus 8, par exemple si j'ai déjà plus 2, ensuite vous jouez des cartes de la même manière, des cartes conflits de la même manière pour tenter d'égaliser ou de dépasser donc cette valeur pour pouvoir vaincre KO. Si vous n'y arrivez pas, eh bien votre personnage est défait de la manière la plus traditionnelle qui soit, façon boîte de base, et votre jeton reste là de la même manière. Si vous réussissez, vous ramenez votre jeton tout à gauche, et comme au-dessus, vous récupérez des bénéfices, donc soit deux ouvriers, soit une action s'entraîner au Colisée, donc vous piochez une carte du Colisée, soit 2 cubes de R&D, soit 4 points de victoire. Néanmoins, si vous réussissez à le vaincre, KO va retourner immédiatement sur la case numéro 1, ce sont les effets de la partie repoussée. Vous allez défausser tout le momentum, j'ai oublié de le préciser, pardon, j'y reviens tout de suite. Le KO a un nombre de points de force qui correspond à ce qui est indiqué là, plus le nombre de cartes momentum qui est indiqué. Donc je le refais, si là j'affrontais KO et que j'avais 2 points, eh bien il aurait plus 8, plus 1, puisqu'il a une carte momentum, il aurait donc 9. Voilà ce qu'il faut savoir, et des cartes, il peut en avoir jusqu'à 6. Donc là, si je le bats, donc on retourne KO tout au début, et on va gagner une récompense en fonction du nombre de cartes momentum que l'on va défausser immédiatement, puisqu'on défausse toutes les cartes. Ici, il n'y en a qu'une, par exemple, je gagnerais 2 points de victoire. Si on avait 2, je gagnerais un cube de R&D. Si je gagnais 3, je gagnerais un cube d'énergie. Je vous expliquerai aussi à quoi ça sert après. Si j'en ai 4, je gagnerais un cube amélioration, un cube d'énergie en amélioration que je vais pouvoir placer ici. Donc ça, c'est pareil, j'y reviens juste après. Et à 5, on va pouvoir faire l'action fabriquée avec une tuile MK. Et également, je vous en parlerai juste après. Comme je vous ai dit, il est possible d'en avoir 6. Alors pas tout à fait, parce que si KO arrive à sa 6e carte momentum, on défausse toutes les cartes,
On vide alors le camp de tous ses ouvriers, le puits de prière de toutes ses prières, et KO avance de 2. Et donc, inexorablement, il va se déplacer au bout d'un moment sur le paquet de cartes. Et à ce moment-là, les joueurs, dans le sens de grandeur, vont devoir déterminer s'ils souhaitent intercepter ou non. Pour pouvoir intercepter, il va falloir consommer un cube d'énergie qui correspond à la piste en bas à droite. Vous consommez le cube d'énergie et vous résolvez un combat en interception, c'est comme ça que ça s'appelle, contre KO. Mais le truc, c'est que si vous gagnez, eh bien, vous gagnez donc un point de grandeur sur la piste de grandeur, très bien. Vous allez avancer sur la piste de votre choix ici ou là, et c'est tout. Et KO reste sur la case numéro 3. Donc c'est quand même moins puissant, moins intéressant que de faire l'action combat. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, mais c'est le moyen ultime d'arrêter KO juste avant qu'il détruise une ville finalement. Donc ça, il faut bien prendre en compte, attention à bien penser au fait qu'il faille un cube d'énergie pour pouvoir faire ça. Voilà comment ça marche. Maintenant, on a évoquer, j'y reviens, évoquer ce plateau MK, puisque l'idée c'est que vous êtes en train de construire une super armure, enfin un super robot même pour votre Olympien, pour qu'il puisse affronter KO justement dans ces moments où il doit l'intercepter lorsqu'il est prêt à détruire une ville. En soi, c'est juste pour un contexte, puisque pour le reste, c'est juste que ça va vous apporter soit des ressources et des pouvoirs différents. Déjà, vous avez dans chaque hangar une tuile comme ça, une tuile qui correspond à des pouvoirs que vous allez pouvoir déclencher en fonction de votre personnage. Ici, MK Zeus, j'ai pris Zeus, et vous avez des pouvoirs différents. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais ça coûte un certain nombre d'énergie. Vous pouvez le déclencher au moment opportun, par exemple ici, électron libre. Après que Zeus ait fini son action, envoyez-le dans un lieu différent pour réaliser une nouvelle action. C'est très fort, mais ça coûte 3 d'énergie. Un autre arc électrique gravitationnel, ça coûte 1 d'énergie. Pendant ce combat, donc vous le déclenchez pendant un combat, Zeus augmente sa force de 2 et vous augmentez la force de toutes les cartes divins que vous allez jouer de 1. Voilà, donc ça c'est chaque personnage a sa propre tuile avec cette extension, même les extensions, même les personnages issus d'extensions bien évidemment. Et donc maintenant, alors je vais rapprocher ça ici, histoire que vous puissiez voir correctement. L'idée, c'est que vous avez donc plusieurs parties, chaque personnage va avoir 4 parties de son armure MK, et l'idée, c'est que si vous les débloquez, eh bien vous aurez un point de force supplémentaire déjà pour affronter KO à chaque fois, et en plus de ça, ça vous permettra d'obtenir différents bonus. Il y a 2 manières de débloquer une tuile MK. La première manière, ça va être au moment de la phase de placement j'ai perdu le nom, de planification, donc celle où vous placez les petits jetons pour savoir qui va où. Vous avez, comme je vous ai dit, la possibilité de prendre des fidèles et d'en mettre dans votre hangar. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de prendre des fidèles, des ouvriers désormais, et de les placer sur les emplacements adéquats des tuiles, donc technologie, des tuiles MK. L'idée, c'est que si vous faites ça, c'est que vous avez l'intention de satisfaire les conditions qui sont indiquées en dessous, qui ressemblent un peu à des étincelles, mais ça n'est pas ça. Vous avez des conditions en dessous indiquées, par exemple ici. Donc les conditions, je vais vous le dire quand même, parce que certaines ne sont pas forcément les plus claires si vous n'avez joué qu'au jeu de base, mais vous avez un tableau ici qui permet de répertorier ça. Ici, on vous dit, par exemple, si vous placez ici, il faut que vous gagniez 1 de détermination et il faut que vous puissiez dépenser 2 d'Aegis. Donc, si à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner 1 point de détermination parce que, je sais pas, vous allez débloquer une amélioration ou quoi que ce soit, et bien au début de l'âge, vous placez votre meeple, et lorsque vous réussissez en effet à faire cette partie-là, eh bien vous mettez un cube blanc de la réserve, non pas de l'énergie, de la réserve, sur la case correspondante. Si vous réussissez à satisfaire toutes les conditions, eh bien dans ce cas-là, vous allez retourner la tuile. Attention, pour pouvoir satisfaire des conditions, il faut obligatoirement qu'il y ait un ouvrier sur la tuile. Même si vous réussissez à le faire ailleurs et que vous n'avez pas d'ouvrier, eh bien vous ne pouvez pas remplir ces différentes cases. Si vous réussissez, eh bien c'est très simple, hop, vous retirez tout ça. Le meeple, l'ouvrier qui se trouve sur la tuile, va devenir un chef d'atelier. Vous allez le placer ici, et s'il y a déjà un chef d'atelier, vous pouvez le récupérer dans votre réserve d'ouvriers. Et ensuite, cette tuile, vous la retournez, et vous bénéficiez des récompenses au-dessus. Par exemple, ici, je peux piocher 2 cartes du Colisée, ici, je peux gagner 1 point d'énergie, et ici, je peux gagner 1 point de victoire. Voilà ce qu'il faut voir pour le déblocage, la première manière de débloquer ces tuiles-là. La seconde manière, on va parler des cubes R&D. Comme je vous ai dit, il est possible de gagner des cubes R&D, donc vous l'avez vu sur ce plateau-là, vous avez plusieurs manières de faire. Lorsque vous avez 3 cubes R&D, vous avez la possibilité, si vous réalisez l'action fabriquée à la forge, de consommer ces 3 cubes R&D et de prendre la tuile de votre choix,
et de la retourner directement et de la placer sur l'usine pour, avec votre jeton évidemment, pour lancer sa fabrication. Et une fois qu'elle est fabriquée, elle ne passe pas par votre plateau joueur, vous la mettez directement ici et vous récupérez les différents bonus qui sont indiqués au-dessus. C'est la deuxième manière de pouvoir bénéficier de ça. Et de la même manière, si jamais il y avait un ouvrier sur cette tuile, eh bien ça deviendrait un ouvrier, un chef d'atelier. Voilà les deux manières les deux manières de débloquer, pardon, je vais y arriver, ces différentes tuiles MK, ces différents morceaux de l'armure MK. Voilà pour ça. Et donc, quelle est la subtilité liée à ce chef d'atelier? Eh bien, lorsque vous avez un chef d'atelier et que vous faites l'action que vous avez sur le plateau des alentours, grosso modo, vous allez gratuitement pouvoir prendre de la réserve un ouvrier avant de placer ceux éventuellement que vous voulez placer de votre plateau. Donc du coup, ça vous permettra d'avoir déjà un ouvrier supplémentaire, et en plus de ça, c'est possible qu'il y en ait déjà d'autres, donc en fait, vous allez arriver et vous allez pouvoir bénéficier de meilleures conditions pour pouvoir réaliser vos actions, donc actions explorer et actions défendre. Et enfin, je reviens donc, je vérifie, je ne rien avoir oublié, je reviens sur les apports, les différentes modifications vis-à-vis des tours des joueurs, évidemment, puisque vous avez des nouvelles étapes à prendre en compte. Comme je vous ai expliqué, je reviens sur la phase de pilier divin. Avant de faire la phase de pilier divin, vous prenez de la réserve, un ouvrier que vous placez, hop, dans le camp. Tout simplement, vous faites juste ça. Une fois que vous avez assigné donc tous les jetons dans la phase de planification, et bien là, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre donc un nombre de fidèles de votre plateau joueur que vous allez pouvoir placer sur votre plateau hangar et prendre des ouvriers de votre plateau hangar que vous allez devoir placer sur vos tuiles MK pour pouvoir éventuellement satisfaire les conditions par la suite. Dans la phase d'action, rien ne change. Et attention, dans la phase de fin des âges, vous faites la même phase, donc tout ce qui concerne le déplacement des tuiles, la récupération des jetons de lieux, etc. Ça ne change pas. Par contre, vous avez une phase d'épuisement. Pour chaque ouvrier qui se trouve encore ici, vous allez devoir payer un cristal d'Aegis ou alors vous allez devoir le défausser. Donc faites très attention parce que du coup, lorsque vous placez votre meeple, l'idée c'est vraiment de réaliser les conditions le plus rapidement possible pour éviter d'avoir à payer un surcoût inutile. Ensuite, KO va avancer d'une case. Donc à ce moment-là, il va avancer d'une case, et si il est sur la case 3, eh bien, on repart sur le principe de l'interception. Et enfin, on passe sur la partie recherche, et là, la partie recherche, c'est tout simple. Si vous avez des cubes en R&D, eh bien, vous pouvez tout simplement les défausser pour gagner un point de victoire par cube ainsi défaussé. Par exemple, ici, si j'en ai 2, hop, ici, je peux les défausser, je gagne 2 points de victoire. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait voir sur cette partie-là, sur la partie donc du plateau des alentours.